Bonjour et bienvenue à ce webinaire où nous allons aborder le sujet des prérequis et des évolutions obligatoires des solutions de GTB pour avoir des résultats concrets au niveau diminution des coûts d'exploitation, baisse des consommations énergétiques, bien évidemment confort des occupants, tout en répondant aux nouvelles réglementations et ce, d'un point de vue d'un industriel et d'un intégrateur. Juste une petite introduction au niveau organisation. Nous vous proposons de répondre à la fin de notre présentation à vos questions. En ce qui me concerne, je suis Fabienne Gasco, présidente de WIT. WIT est une société française qui vient de fêter ses 40 ans et qui développe depuis notre origine des solutions technologiques qui permettent aux bâtiments d'améliorer leurs performances techniques et énergétiques tout en garantissant confort et sécurité à ses occupants. Nous développons tout en interne et maîtrisons donc notre chaîne de développement pour offrir une gamme d'automates et des solutions de supervision et d'hypervision. Je vais laisser maintenant Florent se présenter. Merci Fabienne. Florent Deroche, je suis directeur général de Sirizea. Sirizea, c'est une des 10 filiales du groupe Altin, un groupe qui est spécialisé dans la transition énergétique, environnementale et numérique des bâtiments et des territoires. C'est un groupe qui comporte 800 personnes, avec des activités qui vont du conseil en passant par les travaux jusqu'à l'exploitation performantielle. Et Sirizea est donc la filiale spécialisée dans l'intégration GTB. Alors, notre constat d'ouverture. La réglementation sur l'utilisation des GTB n'est absolument pas une contrainte et c'est même un formidable accélérateur de la transition énergétique, à condition que nous jouions tous le jeu, industriels, intégrateurs, bureaux d'études, exploitants et clients finaux. Si nous la voyons uniquement comme une charge ou une prime C2E, nous passons à côté de son objectif et prenons le risque de créer de la déception. En tant qu'industriel fournisseur de solutions GTB, notre responsabilité est triple. Premièrement, répondre réellement aux besoins du terrain, ceux qui déploient, exploitent et vivent nos solutions au quotidien. Démontrer que l'innovation technologique peut transformer la contrainte en opportunité durable et obtenir des résultats concrets de réduction des consommations énergétiques, de décarbonation et de plus de confort pour les occupants. Aujourd'hui, nos solutions de GTB se sont profondément réinventées avec bien évidemment l'IA et le data analytics pour de nouvelles fonctionnalités, optimisation prédictive, maintenance proactive, réduction des coûts, mais aussi l'interopérabilité comme pilier de l'ouverture, BACnet, Modbus, et oui, toujours Modbus, hein, les différentes API et MQTT, la cybersécurité pour anticiper les risques, protéger les données et assurer la continuité de service. Et, un point essentiel pour nous, l'amélioration du mode opératoire pour industrialiser les méthodes de déploiement et optimiser les coûts à ce stade de l'installation. Mais soyons clairs, c'est tout l'enjeu de notre webinaire aujourd'hui, la technologie seule ne suffit pas. Les freins existent, les préjugés persistent, et si nous ne faisons rien, même la GTB la plus performante restera sous-utilisée. Chaque acteur, constructeur, intégrateur, BE, exploitant ou encore client final, doit prendre ses responsabilités et écouter les autres. Sans alignement, nous transformerons l'innovation en frustration. Donc, lors de ce webinaire, nous vous proposons de prendre un préjugé fréquent sur la GTB et de voir comment ensemble nous pouvons le dépasser selon le point de vue de chacun. Alors, ce préjugé, on l'a tous malheureusement souvent entendu, je dirais toujours et encore. J'ai vu un bâtiment dernier cri équipé d'une GTB flambant neuve et pourtant, un an après, personne ne l'utilise. Pourquoi les GTB sont souvent sous-exploités, mal utilisés et déçoivent en termes de performance? Donc, ce que on va voir ensemble, c'est effectivement tous les leviers pour ne plus rencontrer ce type de situation. Alors, regardons ensemble. Alors, le premier, selon nous, encore une fois, c'est un besoin mal défini, sans une implication réelle des utilisateurs finaux. Le cahier des charges, la fameuse analyse fonctionnelle, hein, qui souvent font débat, mais trop tard. Les cahiers des charges donc, sont souvent élaborés par des bureaux d'études ou des directions techniques, mais loin des opérateurs qui utiliseront la GTB au quotidien.
Résultat, les fonctionnalités livrées ne correspondent pas aux usages réels. Et ben, je vais laisser Florent le décrire, puisque c'est aussi sa vie au quotidien. Donc, pour information, afin d'illustrer les propos, de temps en temps, nous prendrons des exemples d'un projet d'un de nos clients dont on a l'autorisation, bien sûr, qui est les jardineries et animaleries Truffaut. Voilà, donc certains cahiers des charges sont très complets, hein. On n'est pas toujours dans une situation où on n'a pas de cahier des charges. Donc, on a les besoins fonctionnels, les tableaux de points, l'architecture, les enjeux du client, etc. Mais parfois, comme tu disais, Fabienne, ils ne sont pas complets. Souvent, des bureaux d'études sont très CVC et moins GTB, voire il n'y a pas de cahier des charges du tout. Donc, dans un passé assez proche, les demandes ont pu se limiter à je souhaite une GTB de classe A, surtout pour hériter des C2E bonifiés. Mais au final, quelle que soit la situation, s'il n'y a pas de cahier des charges, ça se complique pour la maîtrise d'ouvrage pendant la phase de sélection, après la réception des offres techniques, parce que dans ces cas-là, la comparaison entre les offres est très compliquée. On n'arrive pas à comparer les choses qui vont les unes en face des autres. Donc, sans cahier des charges, il faut à minima être très au clair sur un certain nombre de sujets. Euh, pour commencer, c'est l'étude de l'existant. Quel est le parc d'équipements CVC? Est-ce que c'est un parc qui est communicant? Quelle est la dette technique? Les équipements qu'il faudrait remplacer? À quel moment? Ensuite, il y a l'organisation. Est-ce que au sein de l'équipe client, il y a une équipe projet, des gens qui bien en charge de piloter le projet? Est-ce que les collaborateurs de l'entreprise ont déjà été sensibilisés, par exemple par un plan de type sobriété énergétique par le passé qui déjà leur a donné un certain nombre de réflexes culturels? Ensuite, quelles sont les prérogatives au sens contractuel et les engagements des exploitants en place? Et puis les contraintes métiers. Donc là, si on prend pour exemple le Truffaut, les contraintes, c'est par exemple la gestion du vivant, les animaux et les plantes, qui fait qu'on gère le confort de manière un petit peu particulière. Et puis, est-ce que le client a déjà vécu une expérience ou pas d'une intégration de GTB? Quel est son retour d'expérience? Parce que parfois, c'est le remplacement d'une GTB. Voilà, donc ça, c'est la première part, c'est vraiment de bien comprendre quel est l'existant. Ensuite, c'est de comprendre les enjeux, les objectifs pour l'entreprise. Alors, on va parler des enjeux réglementaires avec le décret BACS, le décret tertiaire. Les gains énergétiques, c'est quand même essentiel, hein. On va parler de moins 15, moins 20% et parfois plus. Et donc, même s'il y a moins de C2E aujourd'hui, c'est quand même un enjeu économique qui est très très fort et c'est la finalité. Et puis, le confort pour les occupants, hein, qui est bien sûr à prendre en compte au même niveau que ce soit pour les collaborateurs ou pour les clients. Et de fait, si parfois on doit intégrer une GTB sans cahier des charges, il faut repartir de ces enjeux, des objectifs de l'organisation. Puis le métier de l'intégrateur, c'est de proposer une solution qui est éprouvée dans des bâtiments et des secteurs de même nature, de manière à faire une réutilisation de l'expérience qu'on en a. Et puis, on doit aussi, nous, en tant qu'intégrateur, être doté d'une expertise pour garantir la classe de la GTB installée, qu'elle soit de classe A, B ou C. Merci Florent. Le deuxième levier, bah, il est humain, comme on le disait tout à l'heure, parce que chaque acteur, constructeur, intégrateur, enfin toute la chaîne, je ne vais pas la répéter, doit prendre ses responsabilités et écouter les autres. Tous les acteurs de la chaîne doivent être alignés sur le même objectif. Par exemple, de notre point de vue de constructeur, on se concentre sur la performance technique et les capacités de nos solutions. Donc, on est vraiment sur la technologie. Mais on peut, et c'est dommage, ne pas englober les enjeux globaux du projet et qui est souvent très spécifique et souvent on ne les connaît pas. Ça, c'était notre point de vue industriel. Et Florent va nous donner le sien, toujours côté intégrateur. Déjà, dans un premier temps, on va évoquer la partie de déploiement. Bon, tous les intégrateurs sont évidemment très focus sur l'optimisation du déploiement, du planning, des coûts projets selon un budget qui est défini. Bon, le respect du projet et du budget, ça nécessite de disposer d'un périmètre initial, c'est évident. Ça nécessite aussi au cours du projet d'être transparent entre l'intégrateur, la maîtrise d'ouvrage et les autres acteurs, et puis être souple en cas d'aléa. Toujours avec Truffaut, les aléas, on peut imaginer plein de choses et
quand on ouvre une armoire électrique et qu'on y trouve un serpent, bah, c'est un aléa d'un certain type, hein, et c'est une histoire vraie. Donc là, les équipes projet et le client gèrent ça en toute simplicité et parfois avec de l'humour. Bon, les clients finaux, si on regarde vraiment ce qu'ils cherchent, ils cherchent une simplicité d'usage et puis un retour sur investissement mesurable. On y reviendra. Donc, il faut anticiper le contexte du client, être simple, être évolutif, ne pas vouloir faire la machine de guerre dès le premier coup, donc être itératif. Donc, pour Truffaut, vraiment, il recherchait un système qui est intuitif, avec une contribution très forte des directeurs de magasins dans l'exploitation, d'autant plus que les mainteneurs qui sont en place ne sont pas experts de la GTB. Donc, un système intuitif, un système simple aussi, avec des tableaux de bord épurés pour commencer, et puis au fur et à mesure des demandes des directeurs, faire évoluer. Et si c'est eux qui le demandent, ils se l'approprieront d'autant plus facilement. Et puis un système homogène parce que c'est une société où les directeurs passent souvent d'un magasin à un autre, il y a un turnover important. Donc, le fait d'être homogène fait que la supervision, bah, il s'y retrouve d'un magasin à un autre. Voilà, une fois qu'on a déployé ça, il faut maintenir un dialogue et puis chacun pense avoir rempli sa mission, mais le résultat ne correspond pas toujours à la vision globale et aux objectifs. Chez Truffaut ou évidemment chez les autres clients, on doit vraiment avoir une mesure d'un résultat. Un résultat, c'est quelque chose qui se palpe. Donc, ça peut être une mesure de l'adoption par les utilisateurs finaux. Donc, combien de fois ils sont connectés, comment ils gèrent les consignes, ce qu'ils vont sur le journal, le journal avec les alarmes, etc. Ensuite, c'est de vérifier la satisfaction sur le confort, explicitement, avec les occupants, que ce soit le directeur du site, les collaborateurs et parfois des enquêtes clients. Et puis, c'est à mesure de l'évolution des consommations par rapport à une période de référence antérieure et qui est obligatoire parce que, de fait, avec le décret Bax, on se doit de mesurer les consommations et donc, si on compare, on a tous les éléments. Donc, il y a des conditions de succès pour pouvoir affirmer que le projet, il est réussi. Et si on analyse ça par acteur projet, bah déjà, une des conditions de succès, si on regarde les utilisateurs finaux, c'est qu'ils soient embarqués dès le début. C'est de travailler sur la communication en amont du projet, pendant le projet, après le projet. C'est de partager des enjeux, la valeur ajoutée qui est procurée. Donc, si on prend pour exemple la facilité d'exploitation, ça évite d'opérer des gestes manuels. Et puis, un impact sur le confort des occupants. Voilà, c'est quand on est sur des casinos, des salles de jeu, qu'on a une clientèle qui est plus âgée que la moyenne, bon, bah, c'est bien d'avoir du confort, éviter des courants d'air froid, et puis voilà. Si on a une direction technique qui est en charge de superviser l'ensemble des GTB sur plusieurs sites, il faut leur donner les moyens de superviser le système, avoir le moyen de voir un moyen du quart de France avec des feux verts, orange, rouge, les sites qui sont performants énergétiquement, les sites qui auraient une alarme technique à traiter. Donc, pour pouvoir ensuite relayer facilement au niveau des sites. Les utilisateurs finaux, direction technique, le mainteneur. Il est important de vérifier la couverture du contrat en place et le profil de compétences des intervenants sur site. On peut se dire le mainteneur prendra le système en main après le déploiement, mais il faut l'anticiper. Est-ce que le contrat prévoit de le faire? D'un point de vue de l'intégrateur, il faut aussi se rendre disponible pour assurer le service après-vente, donc une hotline avec un accès distant pour être actif dans le support. Et puis, quand on fait le support, et de plus, il faut aussi disposer au-delà de la GTB des compétences ELEC et CVC, d'autant qu'on se rend compte que bien souvent, les éléments qui nécessitent ce support, c'est plus l'ELEC et la CVC que la GTB en tant que telle. Et enfin, il y a un métier d'énergie manager qui est un sachant technique et métier sur la GTB, CVC, l'énergie, le réglementaire, qui a un rôle finalement de coordinateur de proximité entre tous les acteurs pour s'assurer qu'on atteint les résultats et on les améliore en continu dans le temps. Donc, si je résume, on a la meilleure solution technique, on a bien compris le besoin du client, on est tous alignés sur le même objectif, mais je dirais, et après? Eh bien, c'est le troisième levier parce qu'une fois déployées, hein, lors de la vie du projet, les solutions de GTB doivent vivre et évoluer avec le bâtiment. C'est essentiel.
Les usages changent, les occupants évoluent, leurs besoins, leurs envies et évidemment la réglementation progresse. Donc, il est essentiel de ne pas l'oublier car la GTB va vivre avec le bâtiment. C'est essentiel. Un système figé va forcément perdre en pertinence et surtout, on va le contourner à la fin. Donc, il faut donner envie par des IHM séduisantes, une ergonomie sexy et conviviale. La GTB, finalement, doit devenir la meilleure amie de ceux qui exploitent en rendant réellement le service auquel on attend. En fait, Florent? ce qu'il faut, c'est que pour que l'outil soit bien utilisé, il faut absolument qu'il ne soit pas perçu comme une contrainte. Et former uniquement lors de la mise en service du système, ça ne suffit pas. Il faut donner envie d'utiliser, il faut donner les moyens de l'utiliser et d'ajuster la GTB dans le temps. Bon, pour ajuster, il faut prévoir une solution qui est évolutive pour intégrer des besoins qui émergeraient ou qui étaient définis dès le départ comme moins prioritaires, et donc on raisonne en version, en itération. Toujours en exemple Truffaut, au-delà du pilotage de la CVC et de l'éclairage, il y a un besoin de pilotage de l'arrosage avec toutes les plantes, et puis de l'ouverture des ouvrants, des serres qui peuvent être pilotées pour optimiser, éviter de rafraîchir la nuit par la climatisation, alors qu'on peut faire un apport d'air neuf par les ouvrants. Donc, au-delà de l'implémentation et de la mise en service, après cela, il est nécessaire d'anticiper l'organisation. Et donc, on peut faire ça en différentes phases. Donc, une première phase qui est ce qu'on appelle la mise au point des systèmes, qui dure environ 3 mois. Donc, c'est sur cette période, affiner le réglage de la GTB, mais surtout des équipements CVC. La GTB est un révélateur de réglages à faire à nouveau sur les équipements pour éviter qu'ils surconsomment, par exemple. Et puis après, la formation, c'est de faciliter la prise en main du système par le client et par l'exploitant. Donc, on forme, et puis ensuite, selon des points réguliers, plus rapprochés au début et moins sur la fin, on vérifie qu'ils ont bien compris comment utiliser le système, on analyse les ajustements de mise à jour de consignes qui ont été faites, et on dit, bah voilà, c'est bien, ou alors peut-être qu'on peut faire comme ci ou comme ça. Et en fait, cette mise au point, elle est vraiment nécessaire. Ensuite, en fonction de l'équipe qui a chez les clients, de son besoin, on peut évaluer et dimensionner un besoin complémentaire à moyen ou long terme. Donc là, on est plutôt sur une logique d'énergie management, avec une assistance à exploitation, la surveillance du comportement des équipements, vérifier que on conserve une performance énergétique qui est favorable. L'exploitation, en parallèle de cela, il faut fournir un système le plus automatisé possible avec une gestion des alarmes, on va dire, cohérente avec les outils en place. S'il y a un exploitant qui a une GMAO, bah, c'est d'envoyer les alarmes dans sa GMAO pour déclencher le process avec les outils qu'il a l'habitude d'utiliser, ou sinon simplement on envoie de certaines alarmes par SMS ou mail. Et donc, au-delà d'automatiser, il s'agit aussi de responsabiliser les acteurs, de les accompagner, et tout ceci en cohérence avec un cadre contractuel et de compétences, comme on l'évoquait. Pour la direction technique, leur fournir aussi, au-delà des supervisions locales par site, quand on est sur du multisite, une hypervision technique et une hypervision énergétique. Enfin, pour que le système soit opérationnel dans le temps, au-delà des évolutions fonctionnelles, il s'agit aussi de vérifier que l'infrastructure soit bien en place dans le temps, et donc d'opérer des maintenances préventives périodiques, à minima tous les 2, 3 ans et parfois tous les ans. Alors, on a vu combien l'approche de l'intégrateur était essentielle tout au long du projet. Maintenant, je vous propose de regarder d'un point de vue d'un industriel, encore une fois, quels sont les axes obligatoires d'amélioration des solutions de GTB aujourd'hui. Alors, le premier point, évidemment, c'est les nouvelles technologies qui sont un formidable terrain de jeu pour nous, pour offrir de nouvelles fonctionnalités, pour améliorer l'anticipation par des fonctions prédictives, de nouveaux process et toujours améliorer ce fameux mode opératoire de déploiement. Le second axe, chez WIT, on ne se contente pas de fournir une GTB. On offre un véritable outil ergonomique pensé pour être intuitif et modulable
afin que chaque utilisateur puisse se l'approprier et l'adapter facilement à ses besoins. Nos interfaces peuvent mettre ainsi en avant les indicateurs clairs et compréhensibles que vous a cité Florent, qu'il s'agisse de gains énergétiques, de confort des occupants ou de suivi de panne et d'alarme en temps réel. Troisième axe, on se doit d'être exemplaire et nous engager à ce que nos solutions soient pérennes dans le temps. Alors, quand je dis elles doivent être pérennes dans le temps, c'est aussi bien au niveau du logiciel, c'est que l'évolutivité est un axe différenciant majeur par des mises à jour, par exemple, logicielles gratuites, mais aussi sur le côté hardware, avec, en tout cas chez WIT, une compatibilité entre générations de gamme depuis pratiquement l'origine. Et puis, bien évidemment, assurer cette compatibilité avec tous les protocoles du bâtiment, voire l'ouverture via nos API. Il est essentiel qu'un client ne se sente pas, je dirais, marié définitivement à une marque. Et c'est pour moi un des points essentiels. Et le quatrième et dernier axe, alors ça c'est une innovation de WIT, pour aller encore plus loin, on innove avec le taux de performance. Ce taux de performance est un indicateur unique qui va montrer si toutes les possibilités de la GTB sont réellement utilisées. Le taux de performance, finalement, a pour vocation de vérifier que toutes les fonctionnalités essentielles à une GTB soient bien présentes et correctement paramétrées et exploitées. Ça permet de challenger, encore une fois, l'intégrateur, le bureau d'études, l'exploitant et le client final. Ils ont les moyens, chacun à leur niveau, de voir la qualité du paramétrage de l'installation. Et au final, d'un seul coup d'œil, chaque acteur pourra évaluer cette qualité du paramétrage, identifier, je dirais, c'est essentiel, les axes d'amélioration pour fiabiliser et optimiser l'installation, et tout ça dans le but de renforcer la sécurité et la continuité de service. Un système bien configuré, c'est un système plus sûr, plus performant et plus durable. Donc, le taux de performance, il est né de notre engagement aussi. On a fait, par exemple, la Convention des entreprises pour le climat et c'était vraiment dans le but de chasser les contre-références. Et en tant que fournisseur d'électronique, encore une fois, c'est lorsqu'un automate part de chez nous, on veut qu'il soit utilisé au mieux de ses performances. C'est pas vendre pour vendre, mais c'est participer à la transition environnementale. Donc, c'était vraiment notre volonté de mieux accompagner tous les acteurs afin que chacun se concentre sur sa propre valeur ajoutée. Et on sait que chaque projet est unique, qu'il n'est pas toujours simple de savoir si toutes les fonctionnalités offertes par une GTB sont pleinement exploitées, encore une fois. Entre contraintes de temps, complexité technique ou manque de repères clairs, certaines fonctions peuvent passer inaperçues ou être sous-utilisées. J'aime bien prendre cette analogie avec une voiture. Si on a acheté une Ferrari, on a envie de l'utiliser comme une Ferrari. Et je ne dirais pas comme une autre marque, je ne me permettrai pas de comparer. Donc, c'est pour cela qu'on a conçu le taux de performance. C'est un référentiel structurant, simple et accessible, permettant à chacun de vérifier que son installation est bien configurée, complète et fiable. Donc, il s'appuie déjà sur l'analyse de la structure du paramétrage avec de l'IA. On va regarder si toutes nos fonctionnalités sont bien utilisées. On va regarder les liens fonctionnels avec les différentes variables. Et on va finalement refléter l'utilisation réelle de son potentiel. Pour conclure, je dirais qu'avec WIT, la GTB devient un levier visible de performance et d'efficacité. Eh bien, je vais laisser la conclusion à Florent. Oui, enfin, je pense que tu as bien expliqué ce qu'est un outil qui est performant, quelle est la démarche au-delà de l'outil d'accompagnement des utilisateurs. Bon, nous, on a aussi expliqué tout le synoptique d'un projet en partant du cahier des charges et en allant jusqu'à l'exploitation. En fait, on se rend bien compte que la GTB, c'est un système qui doit être vivant et pas un système figé. Il y a pas mal de statistiques sur le marché qui évoquent, au bout de quelques années, le fait que la GTB elle ne fonctionne plus comme au début, elle n'est plus utilisée, voire elle fonctionne plus du tout. Des sondes de luminosité, il y a du scotch dessus pour finalement ne pas avoir à piloter l'éclairage avec la GTB. Bon, bref, on se retrouve avec un système qui est dégradé et donc on investit avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur des objectifs initiaux. Donc, on doit vraiment se dire, c'est un système qui évolue dans le temps.
Et donc, le succès, on l'a vu, ça repose du début à la fin, avec, pour commencer, une définition claire des besoins et claire en impliquant tous les acteurs du projet qui doivent être alignés lors des études en amont des besoins, lors de la mise en place et lors de l'exploitation. Donc, l'implication des constructeurs, des bureaux d'études, l'intégrateur, l'exploitant et bien évidemment avec le client final, que ce soit au sein de l'équipe client, l'équipe projet et évidemment les utilisateurs finaux qui vont bénéficier sur leur site de tous les apports de la GTB. Les systèmes ils doivent être évolutifs. C'est le cas du système WIT. On l'a vu avec son ouverture, sa capacité à aller adresser de multiples besoins. On n'en a pas parlé, mais c'est un outil qui permet aussi de gérer du contrôle d'accès, enfin plein de choses. Donc cette richesse fonctionnelle, c'est là où, comme tu l'évoquais, Fabienne, c'est bien que le client la connaisse, que évidemment l'intégrateur, hein, intégrateur certifié WIT, et donc, se dire, voilà, on va commencer par une première version de la GTB, puis on va l'enrichir. Mais pour cela, encore faut-il que l'outil soit adaptable et puis suivre les évolutions du bâtiment, aussi les évolutions des équipements CVC, etc. Et puis, au-delà de la technique, au-delà de l'architecture, au-delà des produits, l'humain est au milieu de tout ça, hein. Faut l'accompagner, on l'a vu dès le début. Donc, accompagner, embarquer, communiquer, s'assurer de la qualité, hein, comme tu l'évoquais, une contre-référence, finalement, techniquement, c'est ni plus ni moins qu'un projet qui a du mal à être adopté en interne client. Donc, c'est notre objectif à nous d'avoir un système qui est opérant, des acteurs autour de ce projet qui adoptent le système, parce que bon, voilà, c'est notre métier, c'est notre satisfaction d'avoir un client qui est satisfait. Et donc, au final, c'est un outil qui doit permettre d'être un levier de performance sous tous les éléments qu'on a pu voir, un élément de performance énergétique, un outil de performance sur le confort, un outil qui permet d'être performant dans la réponse aux contraintes réglementaires, sachant que nous, on n'appelle pas ça une contrainte réglementaire, on appelle ça une opportunité parce que ça permet de nous guider tous vers des meilleures pratiques pour avoir un bâtiment performant dont on peut être fier, je pense, en tant que client final. Cette notion de fierté, elle est essentielle dans notre métier. Je te rejoins complètement. Parfait. Eh bien, bonne fin de journée à tous, bonne fin de webinaire, hein, très bien organisé par Citron. Et merci à Citron. Effectivement, c'était une belle opportunité pour WIT et Syriza, partenaires de longue date, de partager ce moment ensemble. Merci beaucoup, Florent. Merci à toi, merci Anaïs. Merci. Au Au revoir. revoir.